Bien. Donc, si tout le monde est là, on peut peut-être commencer. Et on va commencer par une petite méditation sur la respiration, comme d'habitude. C'est un petit exercice, une petite pratique sur le souffle. Et donc, pour faire cette pratique, on peut penser que notre esprit est comme l'espace, extrêmement vaste, extrêmement lumineux, et que les pensées ou tout ce qui est agité en nous, en fait, ne fait que passer, un peu comme le vent qui, au printemps, agite tout, agite les nuages, mais l'espace reste tranquille. Donc en ayant cette conscience de l'immobilité ou l'immutabilité de l'espace, on laisse passer toutes les pensées, tout ce qui s'élève, on les laisse défiler dans l'espace de notre esprit. Donc on reste surtout équanime par rapport à toutes les pensées qui s'élèvent, on voit que quand même la pensée du je, en fait, n'est rien d'autre qu'un mouvement qui a lieu dans notre esprit, parmi tant d'autres. Il n'y a aucune raison de considérer ces pensées reliées au je avec plus d'attention que les autres. Maintenant, vous allez penser que quand vous inspirez par la narine droite, vous inspirez l'énergie de tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas qui sont dans l'espace, invisibles, devant nous, tout autour de nous.
Et quand on expire par la narine gauche, on imagine que toutes nos pensées négatives, tout ce qu'il y a en nous que nous n'aimons pas, tout ce qui est pollué en fait un peu, toutes les toxines mentales, sortent par la narine gauche et vont se dissoudre dans la vacuité de l'espace. Donc on fait ça d'abord, on inspire par la narine droite 3 fois, on expire par la narine gauche 3 fois, et après on inverse, on inspire par la narine gauche, et on expire par la narine droite, et après on le fait encore 3 fois avec les 2 narines, en même temps. On essaie de bien ressentir cette énergie de bienveillance, d'amour, de compassion qui entre en nous, qui imprègne complètement toutes les cellules de notre corps et de notre esprit. Et que tout ce qui sort de nous est complètement dissous dans l'espace et ne laisse aucune trace. Et quand vous vous sentez parfaitement détendu, quand vous sentez que votre esprit est clair, vous générez une motivation positive pour cette journée, en pensant comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient avoir le bonheur et les causes du bonheur. Comme ce serait merveilleux si tous les êtres pouvaient être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et dans tous les êtres aussi, vous vous incluez vous-même. Ensuite, on essaye de générer une attitude encore plus volontaire en pensant je vais prendre la responsabilité de moi seul libérer les êtres de toutes les souffrances et leur apporter le bonheur de l'éveil. Mais comme pour l'instant ce n'est pas dans mes capacités, il faut absolument, le plus rapidement possible, que j'atteigne l'éveil, que je devienne un Bouddha, pour accomplir le bien de tous les êtres. Et on pense que cette aspiration et cet engagement à bodhicitta prend la forme d'un disque de lune dans notre cœur. Très brillant, très lumineux. Et ensuite, on réfléchit à la vacuité telle qu'on l'a expliqué hier, telle qu'on la comprend. Qu'est-ce que c'est que la vacuité? Cette simple absence d'existence
propre d'existence en soi, par soi, du jeu et de tous les autres phénomènes. Mais cette vacuité n'est pas un vide, n'est pas un néant, un vide absolu. C'est une simple absence d'existence intrinsèque telle que notre esprit, soumis par l'ignorance, le conçoit, l'imagine. Et cette sagesse qui comprend la vacuité, qui réalise que les phénomènes existent par simple production interdépendante, prend la forme d'un vajra blanc sur le disque de lune, et que de ces deux symboles, de ces deux bodhicitta, relatives et absolues, émanent des rayons de lumière qui dissipent en nous tous nos obstacles, nos voiles, nos impuretés, nos voiles émotionnels, nos voiles cognitifs sont éliminés, c'est bien qu'on devient Bouddha. Notre esprit rejoint sa nature de bouddhéité qui se révèle. Et cette nature de Bouddha illumine tout notre corps et s'échappe par tous les pores de notre peau pour aller dans toutes les directions, toucher tous les êtres, quels qu'ils soient, quelle que soit leur forme, quelles que soient leurs inclinations, quelle que soit leur race, leur genre. Et ces rayons de lumière éliminant eux aussi tous les obstacles, tous les voiles cognitifs, émotionnels, si bien qu'eux aussi deviennent Bouddha. Et en faisant ça, on ressent en même temps dans son cœur une grande joie à la pensée que tous les êtres sont devenus Bouddha, ont réalisé leur nature de Bouddha. Et dans l'espace pur et lumineux qui est en face de nous, on imagine le Bouddha Shakyamuni qui nous observe avec compassion. Et avec tous les êtres, on va dire ensemble donc, la prière qu'on récite, donc la louange au Bouddha Shakyamuni, qu'on récite au début des enseignements, pour lui demander donc, de nous guider sur la voie qu'il a montrée. C'est à la page 73 dans les livres dorés. Je vais partager sur... Partager l'écran. Page 73, oui. Non, c'est pas ça? Je pense que c'est ça. Ça n'a pas changé depuis hier. Est-ce que le jeu est le même qu'hier? Hein? Le jeu n'existe pas. Il n'y a pas de jeu. Le simple jeu existe. Oui. Il est différent, oui, exactement. Donc le jeu d'hier n'existe plus. Hein. On est bien d'accord. Mais est-ce que le jeu a cessé complètement? Non. Pourquoi? Il n'a pas cessé complètement. Hein? Parce qu'on n'a pas réalisé la vacuité. Le faux jeu, hein, bien sûr, je parle. Le jeu conventionnel, le jeu, celui-là ne cesse pas. Hein. Il existe constamment. Hein. On en a besoin pour fonctionner. Donc il continue à chaque instance, en fait, du jeu qui passe. Donc c'est ça ce qu'on appelle le simple jeu. C'est ce jeu qui existe à chaque instant d'un jeu qui est en train de passer. C'est ça qu'on appelle le simple jeu. Donc le jeu de maintenant, en fait, il est en train de disparaître.
Vous le voyez disparaître. Mais le simple jeu donc continue à exister avec le jeu suivant. Et c'est ça donc qui passe de vie en vie. Ce jeu simplement désigné sur la continuité de la conscience. Et ce jeu qui est... On ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Hein. Une petite citation de la Mazopa que j'avais repérée il y a quelque temps. Il disait ce n'est pas que le jeu n'existe pas, mais c'est comme s'il n'existait pas. Ouais. Et que sans un esprit qui met une étiquette, qui désigne le jeu, il n'y a pas de jeu. Donc ça veut bien dire toute la part que joue l'esprit, en fait, dans notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au monde. Sans l'esprit qui met la désignation « je », il n'y a pas de jeu. On va dire la louange au Bouddha Shakyamuni là-dessus. Lama tomba chomdende deshin shepa jombayan da pazope sangye rikpa dan jashu tempa dewa shekpa jikten kempa kepo durwe kala gyorwa la name pa la dami amgitempa sangye chomdende pelgelwa shakya tupa la chatsalo choto kapsuchi om. Maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement noble, pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or. Et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné de marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités, aussi vaste que l'océan. À vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc, le Sutra du cœur, de la perfection de sagesse, la Prajnaparamita, sous sa forme la plus condensée.
Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata, gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, soa. Putra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me prosterne. Akasamara Shatara Samara Yape. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Par les enseignements des 3 nobles rares et sublimes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés,
qu'il soit apaisé, que tous les ennemis, les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Shantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va à la page 98 pour l'offrande de mandala et la prière de refuge. Sashipa ki chonshin meto chari ran linji nye de gen padi sangye jintum mete waye drakenam daishinla cheparjum. Maître pur et parfait, Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Edam Guru Ratna Mandala Kamniyatayami. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par ma pratique de la générosité et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, on m'a demandé de donner le sens du mantra Tayata Gate Gate, Tayata Gate Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisoa. Ça veut dire... ça peut être traduit comme quelque chose comme ça, hein. C'est pas forcément très juste, mais gâté, le premier gâté c'est aller, le deuxième aussi, gâté, gâté. Paragate veut dire aller au-delà. Parasamgate veut dire aller complètement au-delà. Hein. Après, bodhi c'est l'éveil, et soa, qu'il en soit ainsi. Que ça soit ainsi, que ça se passe vraiment ainsi. En fait, donc, si on regarde le sens, pas simplement des mots, mais le sens plus profond, ce que ça veut dire, c'est que l'éveil, bodhi, est atteint grâce à la pratique de la voie, en fait, et des différents niveaux, des différents chemins, hein, des différents chemins. Vous savez, il y a le chemin de la préparation, d'abord le chemin de l'accumulation, gâté, ensuite le chemin de la préparation, ensuite le chemin de la vision, et ensuite le chemin de la méditation. Et le bodhi, c'est ce qu'on atteint, l'éveil, donc qui est au-delà de l'apprentissage. Donc en fait, il y a un sens. Bon, bon, faudrait, pour expliquer le sutra du cœur et le mantra, ça pourrait prendre toute une journée. Le soa vient souvent, on le prononce svaha ou soa, ça vient souvent donc à la fin des mantras, hein, pour indiquer que c'est de bon augure, hein, pour indiquer que cet accomplissement va avoir lieu, que votre tâche, que vous atteindrez votre but si vous suivez cette voie du Bouddha, que le Bouddha a montré. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisoa.
Donc c'est bien aussi quand on récite ce mantra de se rappeler le sens, hein, bien sûr. Les différents chemins, oui, je suis allé un peu vite. Oui. Ça fera l'objet, ben non, pas pour la découverte du bouddhisme. Si vous suivez après le Péba, on expliquera tout ça. Le premier chemin, c'est le chemin de l'accumulation. Chemin, ouais, accumulation de mérite et de sagesse, les deux. Ensuite, le chemin de la préparation, parce qu'on se prépare à réaliser la vacuité. On n'est pas encore prêt, mais ça se prépare. Donc préparation. On peut traduire aussi par le chemin de la jonction. Certaines traditions traduisent comme ça. Parce qu'il y a une jonction qui se fait avec le chemin de la vision, qui est le chemin où l'on réalise directement la vacuité, hein, sur le chemin de la vision. On a une perception directe de la vacuité. Avant, on travaille là-dessus. Hein. On a des perceptions, on a des intuitions, on a des contemplations, des conceptions, mais elles ne sont pas directes, hein, elles sont conceptuelles. Donc petit à petit, on avance comme ça. On affine les perceptions conceptuelles. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on médite sur la vacuité, on affine nos perceptions conceptuelles. Et comme normalement, la phase de préparation aussi, on développe le calme mental, hein, et l'union des deux, l'union du calme mental et l'union de la sagesse, de la vision pénétrante, on dit. Donc on développe de plus en plus, justement, on se rapproche de plus en plus de la perception directe de la vacuité qui aura lieu sur le chemin de la vision. Hein. Et là, c'est la grande compréhension. On prend la première fois sur le chemin de la vision, on voit directement la vacuité que l'on n'avait jamais vue auparavant, qu'on avait peut-être comprise, intellectuellement certainement, conceptuellement aussi. Intellectuellement et conceptuellement, c'est pas tout à fait la même chose. Intellectuellement, ça veut dire qu'on étudie, on réfléchit, on a avec l'intellect. Conceptuellement, c'est un peu plus fin. D'accord, hein. On utilise nos concepts, on les affine, ces concepts, hein, qui ne sont pas qu'intellectuels, peut-être, qui sont plus, qui peuvent être aussi du ressenti, je ne sais pas. Et après, donc, la vision directe de la vacuité, elle n'est plus conceptuelle. Et donc là, il y a vraiment une réalisation de la vacuité, quand c'est plus conceptuel. Mais cette réalisation conceptuelle de la vacuité, après, on doit encore la développer, la cultiver, pour pouvoir atteindre l'état de Bouddha. Hein. C'est pas parce qu'on a réalisé la vacuité, comme ça, directement, qu'on devient Bouddha. On a éliminé des facteurs perturbateurs grossiers. Il y a encore des facteurs perturbateurs subtils à éliminer, de l'ordre émotionnel et aussi de l'ordre cognitif. Donc de l'ordre émotionnel, on les élimine. Après, il y a des terres. À partir du chemin de la vision, il y a ce qu'on appelle des terres. Bhumi, on dit des bhumi en sanskrit, c'est-à-dire des niveaux. En fait, ce sont des niveaux. Il y en a 10. Hein. Quand vous entrez sur le chemin de la vision, vous entrez sur la première terre. Vous êtes à la première terre. Et pour atteindre l'éveil est la 10e ou 11e. On va dire 10e terre. Quand vous atteignez la 10e terre, vous atteignez l'éveil. Mais jusqu'à la 8e terre, hein, vous éliminez des voiles grossiers, émotionnels. À partir de la 8e terre, 8, 9, 10, vous éliminez les voiles cognitifs qui empêcheraient l'omniscience. Hein. Donc, voilà. Donc, vous atteignez après l'omniscience d'un Bouddha à la 10e terre. Et là, ce qu'on appelle le sentier qui est au-delà de l'apprentissage. Il n'y a plus, là, à partir de la 10e, à ce niveau-là. Donc là, vous avez accompli votre but, vous êtes devenu un Bouddha. Donc vous voyez, ça, la réalisation de la vacuité, c'est nécessaire pour devenir Bouddha, mais il faut plus que ça. Il faut encore continuer, hein, pour éliminer. Mais là, ça peut aller très vite. Hein. Une fois qu'on a aperçu la vacuité, et si on s'y entraîne, les voiles, les perturbations mentales sont très vite éliminées. Si on n'a pas la réalisation de la vacuité, on peut commencer à... Par exemple, si on médite beaucoup sur le calme mental, on va apaiser les perturbations mentales. Mais si on n'a pas la réalisation de la vacuité, ces perturbations mentales ne sont pas éliminées. Et lorsque les conditions se présentent, les perturbations mentales réapparaissent. Donc le calme mental, en général,
c'est un état où les perturbations mentales sont soumises, mais elles sont soumises le temps, tant qu'on ne rencontre pas des conditions qui les feraient surgir. Donc tout va bien quand on est dans un certain contexte où les perturbations mentales ne surgissent pas, mais elles restent, elles ne sont pas encore éliminées. On peut avoir l'impression qu'elles sont éliminées parce qu'elles n'apparaissent pas. Donc le calme mental, c'est certainement très bien, c'est nécessaire. Seulement, après, il faut utiliser ce calme mental pour réaliser la vacuité. Sans le calme mental, c'est difficile de réaliser la vacuité parce que notre esprit est trop volage. Hein. Il bouge sans arrêt. Il y a des pensées, et ces pensées, elles court-circuitent notre réflexion, notre analyse, par exemple. Vous avez vu hier, quand on a fait la méditation sur la vacuité, c'est pas facile de rester concentré sur la perception, sur la sensation qu'on a qu'il n'y a pas de cette absence de jeu. On va peut-être en avoir une perception très furtive, si on l'a, hein, mais peut-être qu'on ne l'a pas du tout, parce que justement, il manque cette concentration. Donc le calme mental a pour but de développer cette concentration, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là. Parce que si vous vous arrêtez là, ben vous restez dans le samsara. Vous pouvez être très bien dans le samsara, ça peut être très confortable, il n'y a plus de perturbations mentales, ou elles n'apparaissent pas, vous n'avez pas de grands conflits avec les gens, vous êtes cool, mais c'est pas gagné. Hein. C'est-à-dire que lorsque ces conditions qui sont là seront terminées, bien, soit vous allez peut-être rester très longtemps dans un état un peu entre deux, où vous aurez l'impression que vous êtes arrivé, où vous avez réalisé, parce qu'il n'y a rien qui vous perturbe. Mais en fait, quand le karma aura mûri, que les perturbations mentales se manifesteront de nouveau, vous verrez que vous n'aurez pas atteint l'état que vous pensiez avoir atteint. Et là, il faudra recommencer. Et dans des conditions plus défavorables, peut-être moins favorables en tout cas. Donc le calme mental, oui, à condition qu'il serve à méditer sur la vacuité. Donc quand on fait chiner, par exemple, comme par exemple au mois de mai avec Geshe Loden, il y aura une retraite de chiner sur le calme mental pendant, je crois, 10 jours, 8 ou 10 jours, je ne me souviens plus. Et ce sont des retraites qui sont organisées à l'Institut 3 fois par an à peu près. Donc et Geshe Loden met vraiment l'accent là-dessus, sur la motivation, pourquoi on fait ça. C'est pour réaliser la vacuité. C'est pas juste pour être en paix, pour la paix de l'esprit. C'est pour réaliser la vacuité. Donc ça, c'est très important de voir ça. Donc voilà, je parlais du sentier, des différentes voies. C'est par rapport. Donc la voie de vision, oui, on voit la vacuité parce qu'on a déjà développé le calme mental dans les phases de préparation, d'accumulation et de préparation. Accumulation, préparation. Là, on développe beaucoup le calme mental et la vision pénétrante. Et après, on réalise la vacuité de manière directe, et après, on affine cette perception directe. Voilà. Et la voie est toute tracée à ce moment-là. Ça va très vite. Questions ? D'autres questions sur... qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais vous dire autre chose par rapport au sutra du cœur, mais j'ai oublié. Ah oui, ça me revient. Le sutra du cœur, oui. Vous savez, quand on dit le mantra, comment c'est dit à la page ? Prenez le texte exactement, pas faire d'erreur. Quand on dit... voilà. Voici le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu car il ne trompe pas, et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Donc quand on dit « et voici le mantra de la perfection de la sagesse », Tayata Gate Gate, c'est vraiment un mantra, ça. Mais avant, quand on dit « le mantra de la perfection de la sagesse », le mantra de la grande connaissance, là il faudrait prendre le sens étymologique du mot mantra. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là, on ne parle pas d'une formule, on ne parle pas de gâté-gâté. On parle de mantra, en tibet, c'est du sanskrit. Mantra, donc, men, c'est l'esprit, et tra, c'est une racine en tibétain, en sanskrit, qui veut dire protection, protéger. Donc, en fait, le mot mantra veut dire protection de l'esprit. C'est ça, c'est le sens du mot mantra. C'est ce qui protège l'esprit.
Donc en fait, il faudrait dire ainsi la protection de l'esprit qui est la perfection de sagesse, la perfection de l'esprit qui est la grande connaissance, la perfection de l'esprit à laquelle rien n'est supérieur, la perfection de l'esprit qui est égale à l'inégalable, la perfection de l'esprit qui apaise à jamais la protection de l'esprit qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnue comme véridique, car elle ne trompe pas. Et voici le mantra. Donc là, on a vraiment la formule. Mais les premiers, où est-ce que je veux dire? Le mantra, c'est vraiment cette protection de l'esprit qu'il faut. Et en disant ce mantra, l'esprit est protégé. C'est pour ça que la lecture aussi du Sutra du cœur, c'est une forme de protection. Il faut qu'on la récite au début des enseignements pour être protégé de tout facteur perturbateur qui pourrait, intérieur, externe ou externe, qui pourrait empêcher l'enseignement du Bouddha de se dissiper, de se diffuser. Pardon. Oui, sur l'esprit, oui. Pose des questions sur l'esprit. L'esprit subtil, très subtil. Attends, alors, la règle, André, tu voudras la connaître maintenant. Levez la main, attendre le micro. Oui. Quand tu parles de l'esprit grossier, subtil, très subtil, il y a 3 niveaux de l'esprit. C'est un peu de mal à comprendre. Il y a 3. Bon, on n'en est pas. On en parlera la prochaine fois dans les tantras, ça. Hein, disons qu'il y a différentes couches de l'esprit. Hein. On peut imaginer l'esprit comme étant à différents niveaux, différentes couches. Les couches grossières, hein, avec les consciences sensorielles qui nous mettent en contact avec tout le monde phénoménal, hein, les consciences sensorielles. Et puis il y a un niveau un peu plus subtil de l'esprit qui est, par exemple, quand on rêve, par exemple, quand les consciences sensorielles commencent à s'éteindre, et que, par exemple, quand on rêve, les consciences sensorielles elles continuent à fonctionner, bien sûr, mais d'une manière beaucoup plus calme, quoi, ou disons, elles continuent à fonctionner, parce que si elles ne fonctionnaient plus, eh bien, le matin, on n'entendrait pas notre réveil, par exemple. Donc il y a quand même une petite conscience sensorielle qui fonctionne, auditive, hein, par exemple, hein, qui est encore là. Et puis il y a la conscience très subtile, donc là, qui n'apparaît que lorsque toutes les consciences grossières et moins grossières ont diminué, ont cessé, ont disparu, comme au moment de la mort, par exemple. Hein. Au moment de la mort, quand toutes les conceptions grossières ont disparu, il y a cette conscience très subtile qui apparaît au moment de la mort. Alors après, est-ce qu'il faut essayer de la faire apparaître au moment de notre vivant, si on peut? Parce que là, si vous la faites apparaître au moment de votre vivant, ben comme on le verra plus tard dans le module prochain, ben, vous pouvez atteindre l'éveil comme ça. Donc là, la façon d'atteindre l'éveil qu'on est en train d'expliquer ce week-end, c'est donc en méditant sur la vacuité, donc la vacuité selon les sutras, hein, telle qu'elle est expliquée dans les sutras, pas selon une explication des tantras. Mais pour pratiquer les tantras, il faut avoir une bonne compréhension de la vacuité. Si on n'a pas une bonne compréhension de la vacuité, pratiquer les sutras, c'est juste... c'est du carnaval, quoi. S'agiter la cloche et le dorje, on s'amuse, quoi. C'est pas... Il faudrait avoir 2 choses. Il faudrait avoir bodhicitta et il faudrait avoir la réalisation de la vacuité. Au moins, en tout cas, une bonne compréhension de la vacuité. Pas forcément la réalisation, mais justement, parce que les tantras, ça nous amène à la réalisation de la vacuité par d'autres moyens, par d'autres méthodes. Ici, la méthode qu'on utilise, qu'on est en train de voir ce week-end, c'est la méthode analytique, hein, qui convient à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde, mais c'est la méthode analytique qui fonctionne. On a besoin de l'analyse. Hein. On utilise toujours notre intellect, on utilise toujours notre analyse, qu'on le veuille ou non. Hein. Même si on se dit, oh, j'aime pas la logique, j'aime pas ceci, j'aime pas ça. On vit grâce à notre raisonnement. Hein. On ne vit pas grâce à nos griffes et à nos dents, comme les animaux. Sinon, ils auraient gagné depuis longtemps. Hein. Pour notre survie, on compte sur notre intellect, notre raisonnement, notre esprit, au sens, voilà, notre cerveau qui fonctionne bien, quoi. Hein. Et ça, on en a besoin. Donc, plus on va affûter, bien sûr, ces raisonnements, plus, bien sûr, ça va nous aider aussi, même dans la vie quotidienne, puisque ça va nous permettre de distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Par rapport à ce qui est vrai et ce qui est faux, peut-être il y a eu une mauvaise compréhension hier, sans doute parce que je n'ai pas vraiment expliqué, à propos du serpent.
Dans le bouddhisme, on distingue il y a 2 termes différents. Hein. Il y a ce qu'on appelle une conscience erronée et une conscience fausse, hein, ou une idée fausse. Une conscience qui est erronée et une conscience fausse, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, du fait de l'ignorance, on ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Donc ça, c'est une conscience erronée. Hein. C'est fondamentalement erronée parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. On y met toujours le vernis d'une existence véritable. Hein. Tout existe pour nous véritablement. Et donc ça, du point de vue de la sagesse qui réalise la vacuité, c'est une conscience erronée. Et on l'a tous, hein, tant qu'on n'est pas réalisé. Tant qu'on n'est pas réalisé la vacuité, on a cette conscience erronée. Une conscience fausse, hein, qui se trompe, c'est au niveau conventionnel quand on perçoit, par exemple, un serpent à la place d'une corde. Hein. C'est une perception visuelle là, qui est fausse. Hein. Donc il y a ces 2 termes. Hein. Et donc il faut faire attention donc, quand on parle de conscience erronée ou de conscience fausse. La conscience erronée est tout le temps là. La conscience fausse, non. On peut, heureusement. Hein, mais parfois on se trompe, comme quand on est assis dans un train et qu'on a l'impression que le train bouge alors que c'est le train d'à côté, hein, qui est en train de bouger. On a une perception, à ce moment-là, une perception fausse. Okay, aussi. Mais on n'a pas tout le temps des perceptions fausses. Si je vois un micro devant moi, je vois un micro devant moi. Hein. Je ne suis pas en train de voir un serpent. C'est une perception juste. Perception juste, perception fausse. Et perception erronée, ça, c'est les perceptions qui sont influencées par l'ignorance. Vous voyez, il y a un peu une différence. Hein. Donc, les perceptions visuelles peuvent être fausses. Hein. Si on se trompe, par exemple, si les conditions d'éclairage ne sont pas bonnes et qu'on se promène dans une forêt, enfin, je ne sais pas, moi, si on est le soir, la nuit tombée, on voit un serpent à la place d'une corde, où on a l'impression qu'il y a une personne qui est là, alors que c'est un arbre, mais parce qu'on ne voit pas bien, c'est une perception visuelle fausse. Après, la saisie de l'existence véritable, hein, c'est une perception, c'est une conception erronée, de l'ordre du mental. Donc les consciences visuelles... Ah, une question pour vous. Je pense que vous allez pouvoir y répondre. Est-ce qu'une conscience visuelle perçoit l'existence véritable d'un objet? Il faut me dire oui. Si vous dites oui, il faut dire pourquoi. Si vous dites non, il faut dire pourquoi. Est-ce qu'une conscience visuelle perçoit l'existence, qu'un objet existe véritablement? Oui? Tu dis non? Oui? Ah, le micro, pardon. Le micro. Oui, je pense que non, parce que ça dépend du référentiel de l'œil et de la personne qui voit. Du référentiel de l'œil. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu parles de la vision, oculaire. Voilà, oculaire, oui. Ouais. C'est ça, donc ça dépend de l'observateur et de son schéma mental et de sa construction mentale de la vision. L'existence véritable dépend de sa construction mentale de la vision. C'est ça que tu dis? Non. Que l'image qui apparaît, qui est créée par la vision, dépend de la construction mentale de la personne et qui est subjective et différente en fonction de chacun. Au premier instant où tu perçois un objet, oui. Est-ce que tu le perçois correctement? Selon ton référentiel. Il n'y a pas de référentiel dans une perception visuelle. Ah oui. La référence, si, c'est l'objet. L'objet d'observation, l'objet que tu es en train d'observer. La conscience visuelle, elle le perçoit, cet objet, de manière juste ou de manière fausse. Ah, mais c'est subjectif, selon moi. Pourquoi c'est subjectif? Ça dépend de quoi? Parce que, par exemple, un animal qui va regarder le même objet... Un être humain. Un être humain. Un être humain. Ouais, un être humain qui voit un objet, qui voit un micro. Ah ben... Est-ce qu'il lui donne est-ce que sa conscience visuelle lui attribue une existence véritable? Oui. Oui. Du coup, finalement, oui. Une conscience visuelle peut lui attribuer une existence véritable. C'est ce que je dis par rapport au référentiel. Dans son référentiel interne, on va créer une image. Conscience visuelle n'a pas de référentiel interne. D'accord, ça marche.
Donc non, alors. Eh ben oui, c'est ça. Parce que l'existence véritable, elle est imposée par la conscience mentale, hein, qui attribue à cet objet une existence. Ça va très vite, hein. C'est le deuxième instant. Premier instant de vision, perception, on perçoit un objet. Hein. C'est une perception juste ou une perception fausse? Si je vois un micro, là, c'est une perception juste ou fausse? Juste. Hein, voilà. Ça serait une perception fausse si, par exemple, je voyais autre chose qu'à la place du micro, conventionnellement. Hein. Si je voyais, je ne sais pas, autre chose. Ou si j'avais un problème à l'œil, par exemple. Hein. Si j'avais un problème visuel, je pourrais avoir une perception fausse. Donc les perceptions, elles peuvent être fausses, soit au niveau intérieur, parce qu'on a un problème visuel ou auditif, ou les perceptions sensorielles, hein, je parle. On distingue les perceptions sensorielles et la perception mentale. Ça fait 6. Hein. Perception sensorielle, c'est visuel, auditive, olfactive, gustative, tactile. Okay, et perception mentale, c'est ça. Donc les perceptions sensorielles perçoivent leur objet. Alors là, il y a des débats. Est-ce qu'elles le perçoivent directement ou est-ce qu'elles le perçoivent par le biais d'une image mentale? Ça, c'est un débat. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, effectivement. Donc disons qu'elles perçoivent directement leur objet et après la conscience mentale met sur cet objet une existence véritable. Et comme cette conscience mentale elle est influencée par l'ignorance qui existe depuis des temps sans commencement, elle croit, elle adhère à cette existence véritable. Okay, même si l'on sait intellectuellement que ce n'est pas comme ça. Par exemple, si je prends une tasse, qu'est-ce qu'on voit? Une tasse, on voit un objet unique. Hein, c'est une tasse. Et on lui attribue un nom qui lui permet de fonctionner, qui dans la société. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. Ah, si on est français, on sait ce que c'est qu'une tasse. Mais on sait très bien, parce qu'on l'a appris à l'école, par exemple, qu'une tasse, c'est fait de nombreuses molécules, des particules atomiques, subatomiques, etc., qui sont là-dedans et qui sont en mouvement constant. Hein. Mais notre perception, notre voix, elle voit qu'une chose. Elle voit seulement la tasse. Alors que la réalité de la tasse n'est pas d'être une. Hein. Elle est d'être, d'être plein de choses, d'être constituée d'énormément de parties déjà, et aussi de sous-parties, etc., à l'infini. Donc cette tasse, on peut dire qu'on voit notre perception de la tasse, elle perçoit une chose unique. Conventionnellement, ça fonctionne. La tasse existe, très bien. Mais si on veut aller à la réalité, voir la vérité de cette tasse, si on l'analyse, si on cherche la tasse de façon ultime, là on est dans une analyse ultime, on ne cherche pas la tasse, où est-ce que j'ai mis ma tasse? On cherche vraiment qu'est-ce que c'est que la tasse? Quelle est l'essence de la tasse? C'est ça une analyse ultime. Ce n'est pas simplement chercher la tasse, c'est chercher ce qui fait que la tasse est une tasse. Hein? Les Anglais, ils ont une formule qui est bien pratique, ils disent « What is the cupness of a cup ?» Qu'est-ce qui fait que la tasse est une tasse? Qu'est-ce qui donne à la tasse sa qualité de tasse, ou sa fonction de tasse? Et ça, c'est une analyse ultime. Okay? Vous voyez la différence entre une analyse conventionnelle et une analyse ultime. Une analyse conventionnelle, c'est simplement chercher un objet auquel tout le monde attribue les mêmes qualités, tout ça, que tout le monde reconnaît. Comme quand j'ai perdu mes clés de voiture, je cherche mes clés de voiture partout et je vais les chercher à différents endroits. Où je pense que se trouvent mes clés de voiture. Donc ça, c'est une analyse conventionnelle. Pour une analyse ultime, on ne cherche pas l'objet conventionnel, mais on s'appuie sur l'objet conventionnel. Hein? On va s'appuyer dessus, parce qu'il faut bien s'appuyer sur un objet d'observation. Donc l'objet d'observation, le jeu qui est dans le jeu conventionnel, va nous servir d'objet d'observation, et on va essayer, puisque c'est de ça qu'il faut partir, et on va essayer de voir comment ce jeu existe. Et là, on effectue une analyse ultime. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui donne à ce jeu l'existence que moi je lui attribue. Donc on part de ça, dans cette démarche. J'essaie de vous expliquer la démarche de l'analyse, pour que vous compreniez bien ce qu'on est en train de réfuter, ce qu'on cherche, et pas tout mélanger, quoi.
Donc, on est en train de, quand on fait une analyse ultime de la tasse, on cherche ce qui fait que la tasse est une tasse. The cupness of a cup. Si ça vous parle en anglais. Hein. Et ça, on peut l'appliquer à tous les phénomènes. Hein. The carness of a car. Quel est ce qui fait la qualité d'être une voiture, par exemple. Pourquoi on dit voiture? Bon, et là, on va très vite arriver à la conclusion du phénomène que la voiture est introuvable dans ses parties. On va trouver simplement une désignation. La voiture est un phénomène qui existe par désignation. Si on enlève le nom de voiture, conventionnellement, ça a certainement fonctionné, mais c'est une simple désignation mentale, la voiture, okay, qui suffit à la faire fonctionner au niveau conventionnel, hein, bien sûr. Mais si on cherche vraiment ce qui fait l'essence de cette voiture, on va trouver des tas d'éléments, des tas d'éléments qui ne sont pas la voiture. On va trouver des roues, on va trouver des volants, un volant, on va trouver plein de choses qui ne sont pas la voiture, qui sont le volant. Mais si on analyse le volant, c'est pareil. Si on se demande quel est le volant, on va trouver aussi plein d'éléments qui ne sont pas le volant. Et pareil pour tout. Hein, à l'infini. Si on analyse vraiment, si on recherche l'essence d'une chose, d'une manière absolue, on ne trouve rien. On ne trouve que des parties, on ne trouve que des constituants. Et pareil pour le jeu. C'est exactement la même chose. On cherche à savoir quel est ce jeu, puisque ce jeu nous apparaît comme s'il existait vraiment, hein, et pas comme une simple désignation. Où est-il, hein? Si quelque chose existe véritablement, hein, je l'ajoute bien, si quelque chose existe véritablement, si cette tasse existe véritablement, il faut que je puisse la trouver. Il faut que je puisse voir où elle se trouve. Un koan zen pour vous. Un koan zen, quel est le son je me trompe dans les mots parce que quel est le son d'un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre? Quel son fait un arbre qui tombe dans une forêt où il n'y a personne pour l'entendre? On peut le dire comme ça aussi. Donc il n'y a pas de son, parce qu'il n'y a personne qui l'entend. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Il n'y a pas de son parce qu'il n'y a personne qui l'entend. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je dirais que c'est plus une vibration, mais qui n'est plus un son, quoi. Ça va être une vibration. Tu donnes un autre nom. Voilà, c'est ça. Ouais, tu l'appelles une vibration. Hein. Ouais, il faut l'appeler comme ça, effectivement. Donc, la réponse? Les koans ne donnent pas de réponse, hein, non plus. Hein. C'est fait pour réfléchir. Vous allez voir. Ça n'existe pas. Hein? Donc le son n'existe pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que le son n'existe pas? S'il n'y a personne pour l'entendre, effectivement. S'il n'y a personne pour le désigner. Il y a quand même l'arbre qui a un son. Alors, est-ce que l'arbre a un son? Qu'est-ce que c'est que le son de l'arbre? Comme tu disais, c'est peut-être une simple vibration sur laquelle on met le nom de son. Et peut-être que le son, est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est l'effet? Hein? Peut-être qu'on donne à l'effet le nom de la cause. Quand on dit son, hein? Peut-être qu'on est en train de donner au nom de l'effet le nom de la cause. D'accord avec ça? Le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien, qu'on entende le son de votre voix. Mais si on se dit que c'est une vibration... Ça ne résout pas le problème. Bah oui, parce que du coup, on peut dire quelle vibration fait un arbre. Voilà, on se retrouve exactement avec le même problème. Même si on dit que c'est une vibration, il faut qu'il y ait une conscience pour dénommer que c'est une vibration. Et cette vibration, est-ce que c'est le résultat final ou est-ce que c'est la cause? Où est-ce qu'elle est, cette vibration? De lumière, on ne le voit pas. La lumière? De toute manière, on ne le voit pas. Le son? Ah, ça c'est une bonne... exactement. Le son n'apparaît pas à la conscience visuelle. Il y en a pour qui?
Donc, il ne faut pas réfuter un son en disant, par exemple, je ne le vois pas. Ça ne marche pas. Hein? Okay. Oui. En plus, il y en a qui voient le son. Il y a des gens qui sont capables. C'est vrai? Ben oui, une note, ça va être une couleur. Mais ils le voient vraiment. Ils le voient comme une couleur. Voilà. Ouais, très bien. Et donc, ils font, par exemple, des tableaux ou des choses comme ça par rapport à une Donc, musique. quelqu'un qui voit un do, par exemple, de couleur verte. Voilà. Ouais, ouais. Donc, il y en a qui voient le son. Ouais. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ah non. C'est pas partagé conventionnellement, attribué à toutes les consciences, à tout le monde, tous ceux qui partagent le même monde, si tu veux. C'est peut-être une exception. Hein. Ben, il y en a plus qu'on ne pense. Ah bon, d'accord. D'accord. Oui, Daphné? Merci. Je voudrais poser une question. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, allez-y. Quand on dit quel est le son de l'arbre quand il n'y a personne pour l'entendre. Bon, c'est vrai que... De l'arbre qui tombe dans une forêt, il n'y a personne pour qu'il l'entende. De l'arbre, voilà. Bon, mais comment dire, c'est comme on pourrait dire l'univers existe aujourd'hui, là, pour moi, puisque je le vois. Demain, je suis morte, donc je ne vois plus l'univers. Voilà. Mais est-ce que je peux dire qu'il n'existe plus, il n'existe plus pour moi, puisque je ne le vois plus, mais il continue à exister pour toi. Donc, qui sait s'il existe encore pour les autres? Vous ne savez pas. Vous n'en savez rien. Je vois, je dis n'importe quoi, je vois ma plante là dehors. Oui. Je disparais à l'instant, je meurs. Oui. La plante, elle va continuer à être là pour d'autres personnes. Ça, c'est la saisie de l'existence véritable de la plante. De penser justement que cette plante existe pour d'autres consciences qui l'aperçoivent, qu'au moment où vous disparaissez, la plante existe toujours, qu'elle continuera toujours à exister. C'est la saisie. Je ne dis pas qu'elle continuera toujours à exister. Ah bon, pardon, j'ai mal compris. Mais je veux dire, là, je vois, j'ai le laurier devant moi, je le vois. Oui. Moi, je ne le vois pas. Hein. Donc, pour moi, il n'existe pas. Hein. Ce que vous me dites, pour moi, il n'existe pas. Pour moi, il n'existe pas. On prend notre exemple, je te vois, tu es en train de parler, tu me vois, je suis sur visio. Je meurs à l'instant, je m'écroule, je disparais de l'écran. Oui. Je ne vais plus te voir. Tu ne vas plus me voir. Ni voir les autres qui sont en visio. Oui. Mais les autres vont continuer à te voir. Les autres vont continuer à me voir. Mais peut-être. Mais pas comme voilà. Elle, comme elle. C'est là où il y a quelque chose. Que les autres continuent à me voir, peu importe qu'ils continuent à me voir. Mais après, quel est le nom? J'existe plus pour toi, de toute façon. Donc peu importe. Oui, mais je suis d'accord, tu n'existes plus pour moi, mais tu continues à exister pour d'autres. Mais comment tu le sais, ça? Que je continue à exister pour les autres? Parce que tu attribues une existence véritable à ma personne qui est là en ce moment et aux autres qui existent et tout ça. Mais tant que tu es vivant et tant que les autres sont vivants et tant que tu donnes ton cours, tu vas exister. Ne serait-ce qu'une heure. Et qu'est-ce qui va exister? Qu'est-ce qui va exister? Christian, qui a des parents, qui a toute une lignée, qui est des agrégats, on l'appelle Christian. Ok, conventionnellement, voilà. Des enseignements. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Un Christian désigné sur la base des agrégats qui continuent à exister. Oui. Et alors? Ça, ce jeu, il existe. Hein. Le Christian qui est simplement apputé sur la base des agrégats désignés, il fonctionne, il parle, il dit des bêtises. Et voilà, il fonctionne. Simplement comme une simple désignation. Voilà. Là, je l'entends, mais je meurs là à l'instant, je ne te vois plus, mais le Christian simplement désigné, il continue à exister pour les autres. Absolument, oui. Il existe pour les autres. S'il me voit comme un Christian simplement désigné. Oui, une autre question.
Ouais. Attendez, je veux juste intervenir pour essayer de préciser. Oui, mais prenez le micro. Par exemple, Christian. À partir du moment où est-ce que Christian existe? À partir de quel moment est-ce que Christian existe? Ben moi, je pense à partir du moment où on t'a donné le prénom de Christ. Exactement. Au moment où je nais, que je sors du ventre de ma mère, je ne suis pas Christian. Hein? Tant que ma mère ou mon père ou quelqu'un d'autre ne m'a pas donné le nom de Christian, je n'existe pas comme Christian. Je ne suis pas Christian. Je suis autre chose. Oui, ça, d'accord. Oui. D'accord? Ben, c'est la même chose. Il faut creuser. Oui, je voulais juste apporter une contribution par rapport à la question de Madame. Oui. Madame, si vous décédez aujourd'hui, vous allez voir Christian, mais pas en tant que Christian. Vous allez voir... si elle est décédée, oui, un amas d'énergie. Elle va me voir. Oui, un amas d'énergie. Dans le bardeau, depuis le bardeau à ce moment-là. Voilà, Ouais. un amas d'énergie Okay. Constitué de petites particules que vous n'allez pas pouvoir identifier en tant que Christian ou un humain ou un animal ou une chaise. C'est juste des petites particules, c'est comme un gaz, d'accord? Et vous allez, Madame, traverser toute cette salle-là, et vous, au lieu de nous voir nos têtes, nos corps, etc., au lieu de voir les chaises, la caméra, vous allez naviguer dans un gaz, dans une forme d'énergie. Voilà comment ça se passe. Donc Christian ou moi-même cessons d'exister en tant qu'humain. En tant que désignation, Christian. Avec un corps, des gens qui parlent, des gens qui pensent, etc. Et nous aurons une autre forme d'existence que vous allez percevoir dans votre nouvelle dimension. C'est-à-dire vous allez basculer sur une autre dimension et vous allez nous voir, nous, mais vous n'allez pas pouvoir nous identifier comme vous le faites aujourd'hui. Nous aurons une autre existence, mais bon, ce sera des gaz partout, de l'énergie partout. Ouais. Vous allez traverser. Voilà ce que je peux... Très bien, merci. Donc c'est une question d'identification, en fait. Hein. À partir du moment où on identifie quelque chose d'une certaine façon, cette identification, après, on la croit exister véritablement. Comme lorsque vous êtes à l'école, quand vous étiez à l'école, la première fois qu'on vous a appris l'alphabet, votre maître ou votre maîtresse avait dessiné une lettre comme ça, avec deux barres latérales et une au milieu. Vous avez vu ce symbole sur le tableau. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des traits. Vous avez vu un symbole, vous avez vu des traits. Vous avez vu 3 traits, en gros. Vous ne savez pas ce que c'était. Vous avez appelé des traits. Et votre maîtresse vous a dit, ça, c'est un A. À partir de ce moment-là, chaque fois que vous voyez cette forme, vous voyez un A. Hein? Est-ce que le A, où est le A? Il est où, le A? Est-ce qu'il est dans la barre de droite, dans la barre de gauche, dans la barre du milieu, dans les 3 barres? Il est nulle part. Simple désignation qui fonctionne. Parce qu'à partir du A, vous allez pouvoir mettre d'autres lettres, les faire des mots, etc. Simple désignation par les concepts, par la pensée, par le langage. Et le A, et ça suffit au A pour le faire fonctionner. Et chaque fois que premier instant de perception, vous voyez ça. Deuxième instant, vous voyez un A. Ça va très vite. Vous voyez ces lettres. Automatiquement, vous mettez sur cette forme-là la lettre A. Et vous ne remettez plus ça en question. Si vous remettez ça en question, alors, ça ne fonctionne pas. Hein. Conventionnellement, on est perdu. Donc c'est ce processus un peu d'identification qu'on pourrait appeler, où on met un son, on met un sens aussi sur des formes qui nous apparaissent visuellement ou auditivement, ou tout ça. Hein. Donc c'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça?
avant de faire la pause. Je crois que j'ai encore des petites choses à vous dire. Après, on fera l'analyse en 4 points. Voilà. Oui, qu'est-ce que tu voulais? Ah, pardon, Daphné, je t'ai complètement zappé. Je savais que tu n'existais plus pour moi. Ta question. Tu avais disparu. Ma mémoire. Alors, bon, je réfléchis beaucoup depuis tout à l'heure. Ah ben, c'est tant mieux. Parce que je me dis, finalement, on désigne tout. Et c'est ce qui fait que certaines choses existent. Ouais. Du coup, peut-on exister sans les autres? Peut-on exister sans les autres? Non. Mais au niveau conventionnel? Ou dans notre nature pure au niveau ultime, il n'y a pas d'essence unique, véritable. Donc, même ça ne se pose pas. Et même au niveau conventionnel, on ne peut pas exister sans les autres. On est interdépendants, on est liés les uns aux autres pour notre survie. Hein. Sinon, si on n'était pas liés les uns aux autres, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Après, quand tu cherches le jeu existant véritablement, ce jeu existant véritablement, il nous apparaît comme étant complètement autonome, comme étant complètement indépendant de tout le reste. Et ça, c'est une erreur. Parce que quand on analyse, on ne trouve pas de jeu complètement indépendant. On va trouver un jeu dépendant. Dépendant de quoi? Dépendant de au moins 3 niveaux, dépendant de causes et de conditions. Pour que tu sois là, il a fallu que tu aies des parents, etc., qu'eux-mêmes aient des parents, plein de choses. Aussi des parties constitutives, hein, tout ça. Il y a toutes sortes de dépendances. Et du nom qui te donne cette existence en tant que Daphné, par exemple. Tu ne t'appelles pas, je sais pas, un autre nom. C'est ce nom-là qui permet à toi et aux autres de t'identifier. Finalement, c'est les autres qui me créent, le jeu conventionnel. Tu peux te pincer, tu vas voir si tu n'existes pas. Oui, si tu es simplement créé par les autres, si tu n'as pas de sensations, de choses comme ça. Si j'ai bien compris, oui. Ce jeu indépendant, oui. C'est cet objet, enfin, c'est ce jeu indépendant qu'il faut identifier quand il se présente, enfin, si je peux le reconnaître. Oui. Et une fois que je l'ai reconnu, c'est celui que je dois réfuter. Exactement. Mais attention, hein, ce n'est pas un objet abstrait. Quand on dit ce jeu indépendant, on a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Hein, ce jeu. Vous parlez de vous. OK ? C'est de vous qu'il s'agit. Hein. Donc, dans l'analyse qu'on va faire tout à l'heure encore en 4 points, pour vous y habituer, il faut vraiment s'identifier à ce jeu. Okay. Quand on réfute ce jeu, on réfute cette idée du jeu, de soi-même. Hein. Ce n'est pas un jeu abstrait, hein. Attention. Hein. Faites pas cette erreur, parce que là, vous ne réfutez rien du tout. Ça n'existe pas, un jeu abstrait. Hein. C'est une idée. Hein. Mais c'est vraiment cette impression d'exister qu'il faut analyser, d'exister en tant que personne unique, hein, que personne indépendante, que un jeu indépendant. C'est ça qu'il faut vraiment ressentir. Il ne faut pas trouver un jeu chercher un jeu qui n'existe pas. Hein. Enfin, je veux dire, si, c'est ça qu'on fait, pardon. Mais je veux dire, il ne faut pas essayer d'observer un jeu qui n'existe pas. On essaye d'observer un jeu, on observe un jeu qui existe, hein, l'objet d'observation. Hein, il existe, hein, il est là. Il existe cette observation, c'est le jeu. Après, ce qui n'existe pas, c'est les références. C'est, comme tu disais, c'est ce qu'on met dessus, c'est l'objet de référence. L'objet de référence, là, ce qu'on essaye de nier, c'est l'existence véritable. Hein, c'est pas le jeu. Okay, c'est l'existence véritable du jeu. Donc il y a un objet d'observation et il y a un objet de référence. Okay, c'est bien, il faut qu'il soit bien clair. Un objet d'observation, c'est le jeu qui vous apparaît. Hein, ce jeu qui vous apparaît. Il vous apparaît comment? Il vous apparaît comme existant véritablement. Et c'est ça, cette apparence d'existence véritable qui va vous... cette référence d'une existence véritable qu'il faut éliminer. Parce que l'ignorance met constamment cette référence-là sur l'existence, sur les objets. Pas que sur les objets, sur nous-mêmes et sur les... Il y a deux objets, en fait. Hein. Si on voulait catégoriser, il y a nous et les autres, hein, comme tu dis. Hein.
Il y a donc ce qu'on appelle on cherche le soi dans la personne et dans les phénomènes, autre que la personne. D'accord? Donc, il y a ces deux terrains, on va dire, ces deux champs d'investigation. On cherche le soi dans la personne, ça c'est le jeu, et on cherche appeler soi, je suis convaincu que c'est peut-être pas le terme, c'est un peu bizarre, mais on cherche ce qui fait que l'objet existe tel qu'il nous apparaît. Hein. Et ça, c'est ça qu'on appelle le soi. Comme dit Shantideva dans je ne sais plus quelle strophe, hein, pour bien comprendre le non-soi, il faut bien comprendre le soi, ce qu'est le soi. Sinon, qu'est-ce qu'on réfute? On va réfuter un non-soi si on n'a pas bien compris ce qu'est le soi. Ça ne marche pas. Hein. Donc on cherche le non-soi, hein, dans les personnes et dans les phénomènes. Dans la personne, c'est-à-dire nous-mêmes, et dans les phénomènes. Donc il y a le jeu de la personne et il y a le jeu des phénomènes, ou le soi de la personne ou le soi des phénomènes. Quand on parle de l'ego, c'est plus la personne. La saisie de l'ego, on fait plus référence donc à la personne. Quand on parle du soi ou de l'identité, voilà, on peut parler de tous les objets. On a l'impression que tous les objets ont une identité propre. Tous les phénomènes. Phénomène veut dire quoi? Existant. Hein. Attention, quand on dit un phénomène, le bouddhisme, c'est un phénomène existant. Il y a des phénomènes qui n'existent pas. Quand on parle de phénomène, c'est toujours existant. Ce n'est pas une chose inexistante, comme par exemple les cornes d'un lapin, par exemple. Dans les textes bouddhistes, on trouve cet exemple pour parler de quelque chose qui n'existe pas. On parle par exemple des cornes d'un lapin, ça n'existe pas. Donc, tout ce qu'on pourrait imaginer et qui n'existe pas. Est-ce que James Bond existe? Est-ce que James Bond existe? Dans la tête? Tête de qui? J'attends votre réponse. Hein. C'est un personnage fictif. Hein. C'est un événement culturel, complètement. Il ne va pas vous donner son 06, hein, James Bond, même si vous il ne peut pas vous donner son... Vous ne pouvez pas lui téléphoner. Comment? Ouais, il n'existe pas. Il n'existe pas, voilà, c'est ça. C'est quelque chose de culturel. Mais par contre, l'acteur qui joue James Bond... ou les acteurs qui ont joué James Bond, conventionnellement, ils existent. Ils habitent à tel ou tel endroit, ils ont un numéro de téléphone, on peut les joindre ou pas. Enfin bref, ils ont une existence. James Bond, lui, n'en a pas. Vous commencez à voir, où je vais en venir, entre un personnage fictif et un personnage réel. Où est la démarcation? Donc le jeu, est-ce que c'est fictif ou pas? Est-ce que le jeu peut fonctionner de lui-même? Un personnage fictif ne peut pas fonctionner de lui-même. Hein, on est bien d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne son existence, qui le fasse exister à tel ou tel endroit, qui lui donne telle ou telle voiture, qui lui donne tout un tas de relations avec les autres. Mais ça, c'est pas lui qui les crée. Hein. C'est les personnes, c'est son auteur, c'est l'écrivain, hein, Ian Fleming, qui a inventé le personnage. Notre esprit est très créatif. Hein. Il invente des choses qui n'existent pas. Et il nous fait croire qu'elles existent. On peut croire à toutes sortes de choses. Hein. On peut croire à des licornes, on peut croire à des dragons. C'est l'esprit ou le mental? C'est pareil, on va dire, à ce niveau-là. L'esprit ou le mental. Ouais. C'est le mental, ouais, si tu veux, le mental, on va dire, qui crée tout ça. Est-ce que ça existe? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Ça dépend de votre mental. Ça dépend de quelque chose, en tout cas, pour son existence. Hein? Vous voyez où je veux en venir? Ça va dépendre de quelque chose. Ça n'existe pas tout seul. Mais non, mais on ne voit pas les choses comme ça. Nous, on les voit exister toutes seules, en oubliant cette dépendance.
Donc ce jeu, est-ce qu'il est fictif ou réel? Donc il y a un jeu réel, hein, forcément, qui est là, qui fonctionne, qui est dans la société, sur lequel on donne un nom. Ce jeu, il a été construit comme James Bond. Tu peux lui donner, tu peux lui attribuer toutes sortes de choses. Tu peux le faire exister de plein de manières différentes. Mais il y a un jeu qui nous apparaît quand on pense à un jeu. Et on pense tout le temps à un jeu. Je suis désolé, mais si vous êtes comme moi, j'arrête pas de penser à ça. Il y a quelque chose qui apparaît. C'est ça qu'il faut. C'est à partir de là qu'il faut partir. Hein, ça, ce qui nous apparaît en tant que jeu. Et plus on va cerner ça, plus on va arriver à appliquer les raisonnements comme il faut. Donc, en fait, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, en fait, ce sont nos concepts qui dictent, mais ça, je pense que vous l'avez bien compris, qui dictent notre perception. Ce sont nos pensées, en fait, qui créent le monde. Un peu. Qui créent, c'est le langage, comme un personnage fictif qui existe, parce qu'il y a des mots qui lui sont attribués, qui le font exister. James Bond ou tout autre personnage de fiction, il existe par les mots qui le font exister, par les désignations. Donc si on cherche la tasse, on va dire que la tasse n'existe pas en elle-même, puisqu'elle est composée d'une multitude de particules, et que celles qui ne sont pas la tasse, et que celles-ci, ces multiples particules ne sont pas non plus, sont également composées de particules. Donc à l'infini, comme ça. On en trouvera toujours. Voilà. Donc, alors la question qu'on peut se poser, que les philosophes se sont posés dans le bouddhisme, est-ce qu'il existe une particule élémentaire qui serait à l'origine, qui serait le constituant de la matière? Et les scientifiques continuent, enfin certains, je ne sais pas où on en est maintenant, à se poser cette question. Est-ce qu'il y a une particule élémentaire qui serait à la base, qui serait à l'origine de tout? Pour certaines philosophies bouddhistes, on peut, si on trouve cette particule élémentaire, on trouve l'absolu. D'accord? Et donc, nous, dans notre quête de l'absolu aussi, c'est ça qu'on essaye de chercher, ce jeu qui serait là, qui serait présent, comme une particule élémentaire. Donc, pour certaines écoles bouddhistes, ou une école bouddhiste en tout cas, si on trouve, quand on arrive, si on, par exemple, on prend un morceau, on prend une maison, cette maison, on la réduit en pièces, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus réduire le dernier morceau, qu'on ne puisse plus réduire en pièces. Pour cette école-là, ça, c'est une vérité absolue. Tout le reste, c'est de la vérité conventionnelle. Pour cette école-là, mais pas les prasangika. On n'est pas... Donc, ce dernier morceau qui est insécable, on va dire, d'atome, je ne sais pas, ou de matière insécable, qui serait sans partie, il serait le constituant de la matière. Mais est-ce qu'on trouve un tel morceau? Est-ce qu'on trouve cet élément? Est-ce qu'on trouve cet atome insécable, sans partie, qu'on peut plus, on peut plus le réduire en d'autres parties? On ne peut plus le couper, on ne peut plus rien en faire. Il existe tel quel. Et à partir de là, il serait le noyau constitutif de la matière. Mais donc, il serait sans partie, puisqu'il est unique, ça veut dire qu'il n'a pas de partie. Il ne dépend pas de ses parties. Donc, il n'a pas de partie. Ça, c'est impossible. Quelque chose qui n'est pas de partie. Et comment quelque chose qui n'est pas de partie, en plus, pourrait être le constituant de la matière, puisque les autres parties ne pourraient pas venir se coller ou s'emboîter, ou je ne sais pas quoi, dans cette chose-là, puisqu'elle n'a pas de partie. Si vous mettez une boule de billard sans partie, avec 4 boules de billard autour, chacune des boules de billard va venir se confondre avec celle qui est au centre, puisqu'elle n'a pas de partie. Elles ne vont jamais la toucher. Et donc, il n'y a rien qui peut se créer comme ça. Oui. Il n'y a rien qui peut se créer. Donc, ça a été réfuté. Cette idée que le phénomène absolu, c'était cette particule insécable et que tout le reste était conventionnel, les prasangika réfutent ça, en disant qu'on ne peut pas trouver de matière qui soit
insécable, qui soit sans partie, qui soit comme ça, qui soit permanente, hein, et sans partie. Qu'est-ce que ça veut dire permanent? Qui ne change pas d'instant en instant. Composé veut dire composé de différentes pièces. Donc il n'existe pas cette chose qui soit incomposée, hein, ou qui soit permanente. Et donc un phénomène conventionnel est un phénomène impermanent. Et la vacuité de ce phénomène, c'est permanent ou impermanent? Je vous torture. On va faire une pause. Vous réfléchirez. Impermanent. Non, c'est permanent. Ah, C'est permanent. puisque le phénomène est impermanent. Le phénomène est impermanent, mais la vacuité de ce phénomène est permanente. J'avais juste une question. Ok, on arrête, on fait une pause. Sashipu kichu shimetu charira linji nidegem pandim sangye shintu mite Voilà, allez, vous prenez une petite break, une petite pause, prenez l'air, et on va faire tout à l'heure l'analyse en 4 points. Vous expliquer comment ça fonctionne et on va essayer de l'appliquer.